Le président français Emmanuel Macron multiplie ces derniers temps les invectives, les critiques véhémentes contre Vladimir Poutine. Le conflit ukrainien seul suffit-il pour expliquer cette inimitié? Ou doit-on y lire aussi, comme le susurre Poutine, un arrière-goût amer des positions perdues par la France en Afrique, notamment au Sahel? 90 minutes pour faire le tour de la question. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir au plateau ce dimanche Malembo Innocent Pato. Maja Pato, Jasmine. Aïe, à la fière. Merci d'être là. Merci. Merci Gilles Boko. Malembo Pato est journaliste, analyste politique. Il sera en compagnie de qui vous imaginez? L'incontournable, l'inamovible, l'inévitable Sogoyou Kegewa. Oh oui, merci pour tous ces adjectifs, mais tout le monde est amovible. Oui, ce n'est pas Madja Sedaja. Tout le monde est amovible. Journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Merci d'être avec nous, fidèles téléspectateurs. Si vous nous suivez ce dimanche, à midi, vous êtes en direct avec nous et vous êtes autorisé à participer à cette émission. Voir vos contributions WhatsApp. Je vous rappelle le contact, plus 228 96 08 43 43. 96 08 43 43, précisé de l'inactif 228. Que pensez-vous donc de cette inimitié entre Macron et Poutine? Est-ce qu'on peut l'expliquer par la pénétration russe en Afrique? Quel est votre point de vue sur la question? Réagissez, vous pouvez réagir également sur l'actualité sénégalaise. Les Sénégalais qui sont aux urnes pour élire un nouveau président ce dimanche, qui selon vous pas favori pour ce scrutin? On aura les résultats dès ce soir. Quels sont les enjeux de ce scrutin, les lendemains de cette élection présidentielle? Partagez-nous, partagez avec nous vos contributions. Si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de soutenir cette émission avec votre pouce, de vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos programmes en temps réel et partager New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, la voix de l'Afrique qui gagne. Et donc, on commence avec le Sénégal. Les amis sénégalais qui choisissent un nouveau président ce dimanche, on peut dire tout est bien qui finit bien, Malembo Pato. Oui, disons plutôt, appelons cela l'Odyssée. Tout est bien, qui finit bien, c'est ce qu'on souhaite, mais il va falloir attendre jusqu'à la dernière seconde parce que vous avez vu un peu les péripéties qui nous ont amenés jusqu'à la situation actuelle, jusqu'aux élections de ce jour. Et les élections de ce jour ont lieu par la force de Dieu, je peux dire, par la volonté du peuple sénégalais, par la volonté des institutions sénégalaises. N'eût été cela, et croyez-moi, on n'aurait pas ces élections ce jour. Donc, chapeau au peuple sénégalais, mais il va falloir attendre encore un peu pour voir si effectivement le résultat sera bon, sinon la fin, je vais dire, sera bonne. Et c'est ce que nous souhaitons nous tous, parce que personne n'a intérêt à avoir une situation un peu désastreuse, situation de conflit et de troubles. Pour le moment, je salue le bon savoir-faire du peuple sénégalais qui se débrouille bien. Les élections jusqu'à présent se déroulent bien. Nous souhaitons que tout aille bien. Ah bah, si vous évoquez la fin, c'est certainement la proclamation des résultats. Généralement, tout se déroule bien durant le scrutin, mais la fin, lors de la proclamation des résultats, il y a grabuge. Mais on va espérer que tout se passe bien là-bas au Sénégal, l'excellence de Kegeoui. Ben, tout ça il n'y a même pas de choix, tout doit bien se passer. Malgré toutes les contorsions, ça dure depuis plus d'1 an, où Macky Sall, cornaqué par son éternel Macron, voulait tordre le cou au bon sens, tordre le cou à la loi, tordre le cou à la Constitution, tordre le cou à tous les opposants, et surtout le plus emblématique de tous, ça dure depuis plus d'1 an. On met en prison, on embastille, et puis bon, parce qu'on compte sur une force extérieure pour régenter le Sénégal. On a toujours présenté le Sénégal comme un pays, un modèle démocratique. Mais on se rend compte que cette démocratie fonctionnait seulement quand elle était dans l'intérêt de la France. Dès que la France soupçonne que des gens risquent de ne pas être assez dociles, il n'y a plus de démocratie sénégalaise. On peut embastiller les gens. La Cour constitutionnelle peut se mettre à danser du palongo. Bon, ça marche. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Les gens vont aux urnes.
Si les choses se passent normalement, j'anticipe la question, on ne va pas demander qui va gagner. C'est prévu, je vais demander. Oui, ben, si tu poses cette question, c'est une provocation. Parce que si on ne savait pas d'avance qui va gagner, on n'aurait pas eu autant de problèmes à organiser ces élections. S'il y avait le moindre doute sur celui qui va gagner, on n'aurait jamais fait ce qu'on a fait là. C'est qu'on sait qui va gagner. Et demander aujourd'hui qui va gagner les élections au Sénégal, c'est de la provocation. C'est provoquer les Sénégalais dont vous avez dit du bien tantôt. Et ils sortiront et ils donneront à Sonko, à Diomaye, un coup KO. Sinon, un coup, 2 KO. Donc, il n'y a même pas à se poser de problème. Bah, c'est votre point de vue. Mais globalement, il y a 4 candidats qui sortent du lot. Le président du parti au pouvoir, le Premier ministre Amadou Ba. Vous avez Sonko et le ticket Sonko et Diomaye, mais aussi les anciens maires Idrissa Seck et comment on appelle l'autre je sais pas son nom, mais attends, il y a Idrissa Seck, l'ancien maire de Dakar. Ouais. C'est Idrissa Seck. C'est lui, Idrissa Seck. Ouais, ils ont tous été maires, je crois. Et Khalifa Sall, justement. C'est quoi la question? Le favori? Le favori, il faut voir un peu comment se présente le paysage politique sénégalais. A priori, on a positionné un dauphin au président Macky Sall, mais la mayonnaise n'a pas pris, en ce sens qu'il y a eu des défections. Il n'y a pas eu de discipline dans le camp de Macky Sall, et donc ça doit porter un coup à ce camp. De l'autre côté, pour résumer en fait les élections au Sénégal, c'est un duel entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Et quel que soit celui-là qui les représente, c'est le duel entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Maintenant, il se fait que dans le camp Sonko, il y a de la discipline, il y a de la vision et il y a la jeunesse qui est autour de ce mouvement. C'est la jeunesse. Le camp Sonko qui a été rejoint par Karim Wade. Bien sûr. Alors, voilà un élément de taille qui pourra encore renforcer les choses, qui doit donner un coup KO dont parle son Excellence l'ambassadeur Kigwe. Et je disais, la jeunesse sénégalaise, il y a 70, voire 75% de jeunes Sénégalais qui ont l'âge de 35 ans. Et ce sont ces jeunes-là qui épousent entièrement le discours d'Ousmane Sonko. Il est incarné aujourd'hui par Bassirou Diomaye Faye, et qui est le candidat et qui doit à coup sûr sortir de ces élections haut les mains. Donc on attend vivement que tout se passe bien et que, bon, disons que ce que nous disons ici, nous ne sommes pas en train d'orienter les choses, c'était déjà préparé durant la campagne, vu l'allure de la campagne, vu la dynamique autour, et d'ailleurs c'est ça qui a fait qu'on a tout fait pour empêcher Ousmane Sonko d'être candidat. Même en prison, les deux en prison, les sondages les donnaient favoris. Et donc, vous comprenez que s'ils sont maintenant encore sortis de prison et qu'ils ont le soutien du PDS, de Karim Wade, vous comprenez que quelque part, toutes les gymnastiques ont échoué. Et nous l'avions dit ici, de la prison, Sonko, Diomaye Faye vont se retrouver à la présidence de la République en tant que président. Une dernière question, est-ce que Karim Wade et son PDS n'ont pas trahi finalement Macky Sall en faisant le choix de Ousmane Sonko? Mais écoutez, on ne peut pas reprocher à Karim Wade d'avoir le flair et de flairer d'avance qui va gagner, parce que quand tu arrives quelque part, il y a l'odeur d'un bon repas à droite et l'odeur de la merde à gauche, tu vas plutôt du côté où il y a l'odeur d'un bon fumé, d'un bon repas. Karim Wade, avec son papa qui est un véritable renard de la politique sénégalaise, a flairé qui va gagner et est allé du côté de qui va gagner, parce que il faut quand même qu'en Afrique, on commence à réfléchir. Le candidat de Macky Sall, tu l'appelles comment déjà? Mamadou quoi? Bassirou. Amadou Ba. Amadou Ba. Mais tu t'imagines qu'il s'est transporté à Paris pour avoir l'onction de Paris, pour venir être président des Sénégalais. En 1960, ça marchait. En 70, ça marchait. En 80, ça marchait. En 90, ça marchait. Même en 2000, ça marchait. D'aller prendre l'onction de Paris pour venir être président dans l'espace, l'enclos france-africain. Mais en 2024, ça ne marche pas. Le simple fait que tu ailles à Paris pour prendre des ordres pour venir être président te disqualifie. Voilà comment des gens ne sont même pas intelligents. Qui sont leurs conseillers? Est-ce qu'ils sont dans l'air du temps? Est-ce qu'ils suivent ce qui se passe ailleurs? Moi, aujourd'hui, candidat à quelque chose en Afrique, je dirais que je ne connais pas Paris, que je ne suis jamais allé depuis que je suis né.
Voilà la situation. Il n'avait pas besoin d'aller à Paris. Il peut rester ami des Français, mais il n'a pas à s'exposer. Parce que cette exposition, il s'est fait harakiri. C'est que c'est un suicide. Donc, c'est pourquoi quand tu poses la question qui va gagner, les autres favoris, Idrissa Seck, quelque chose, ils feront des scores honorables. Et je ne serais pas surpris que Jossi, comme Wade, se rallient au groupe Sonko pour qu'ensemble, ils remettent le Sénégal debout. Parce qu'il faut sortir le Sénégal de l'esclavage français. Si vous n'arrivez pas à faire ça, la BCAO est là-bas. Et lui et moi, tout ça, ils sont tous là-bas, en train de foutre le bordel dans la zone francophone de l'Afrique de l'Ouest. Seule la chute du Sénégal, dans le camp des panafricains, peut commencer à desserrer les taux autour de notre cou. Qui vivra verra. Voilà. Les résultats dès ce soir. Bon, je voudrais aussi ajouter que, entre-temps, on a semblé de voir un mariage Macky Sall et Karim Wade. Mais je crois que c'est un mariage qui ne devait pas durer pour longtemps, parce que vous-même, vous savez peut-être les circonstances dans lesquelles Macky Sall a quitté Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, pardon, et c'est par l'exigence de Karim Wade que Macky Sall a dû quitter le papa. Et donc il y a cette haine-là qui existait entre les deux, et au moment opportun, croyez-moi, l'un ou l'autre aura raison de l'autre. On souhaite donc une bonne élection à tous les Sénégalais. Macron s'en prend à moi, pas à cause de l'Ukraine, mais parce qu'il pense que je suis en train de lui piquer l'Afrique. J'ai paraphrasé un peu cette déclaration de Vladimir Poutine, le président russe. Est-ce que vous pensez qu'il fait de la diversion ou de la dérision, en analysant un peu ce qu'on peut appeler la haine de Macron contre sa personne, Sogoyou Kegeoui? Mais je crois que la haine de Macron contre Poutine, on n'a pas à la démontrer. Il y a 1 ou 2 ans, Macron faisait pratiquement le tour des pays africains, rien que pour dire du mal des Russes, ce qui était contre-productif et plutôt installait les Russes dans l'esprit des Africains qui se disent, mais si la France, qui nous martyrise depuis 2-3 siècles, a peur des Russes, ça veut dire que les Russes sont notre solution. C'est tout. C'est Macron qui a fait la publicité de Poutine. Poutine n'est jamais venu au Sénégal, il n'est jamais allé au Burkina Faso, il n'est jamais allé au Cameroun. Poutine n'a jamais fait ça. C'est Macron qui faisait le tour pour faire la publicité de Poutine. Donc, la publicité a très bien pris et les Africains ont compris que si la France a peur de Poutine, Poutine reste leur planche de salut. C'est une question de bon sens. Parlons des faits, allons dans les faits. Oui. Quand vous dites que la France a martyrisé l'Afrique, qu'est-ce que ça veut dire? La France a plus que martyrisé l'Afrique. Parce que quand on réussit à faire des territoires aussi riches que les nôtres, aussi riches que le Niger, le Mali, le Burkina, quand on réussit à en faire les pays les plus pauvres du monde, est-ce que tu ne vois pas que c'est pire que martyriser? La France n'a jamais dirigé ce pays. La France n'a jamais dirigé ces pays. J'aurais même préféré que la France dirigeât ces pays. Au lieu de mettre 2 ou 3 larbins qui sont là en train de piller le pays pour la France. Si la France avait même dirigé le pays, ça veut dire que ces pays étaient restés sous le joug colonial, je suis sûr que la vie serait actuellement là-bas plus vivable que l'est aujourd'hui. Donc on dit, on vous a donné l'indépendance, les ministres, les présidents, tout, c'est la France qui tire les ficelles, les mines, les minerais, tout, on ramasse, la monnaie, n'en parlons pas, mais rien que l'histoire de la monnaie. Mais Gilles, même ma grand-mère au village, c'est qu'il y a une injustice. Alors, la France a cette habitude, je dis toujours aux gens dans nos pays, que si vous voulez comprendre comment la France peut faire d'un homme riche l'homme le plus pauvre, allez voir ce qui se passe à Haïti. Et ça se passe depuis combien de temps? À Haïti. Tu sais, aujourd'hui, Haïti, ce n'est même pas possible pour un président de diriger le pays. L'armée ne peut même pas diriger le pays. C'est des gangs de trafiquants qui dirigent Haïti. Voilà le genre de gouvernement et de situation qu'on veut créer dans nos pays. C'est pourquoi quand les militaires font des coups d'État, on les diabolise. Même quand ils ne font pas aussi coups d'État, on les diabolise. Parce qu'on préfère que ce soit des gangs à Haïti. C'est des Syriens, c'est des Libanais qui ont formé des gangs qui terrorisent les hommes politiques. Mais attends, on a assassiné un président où? Dans son lit. Et plus grave, avec la complicité de sa femme, qui vient de se faire arrêter. Oui, donc, je voudrais vous marquer un peu la culotte aujourd'hui. Mais en quoi la France est responsable de la situation de Haïti aujourd'hui? Ah ben attends Gilles, il faut aller lire l'histoire.
Qui est allé attaquer Haïti pour prendre tous ses l'ouverture pour venir le jeter dans un cachot au port de Joux où il est mort pratiquement en pourrissant vivant? Qui a demandé, qui a dit à Haïti de payer la soi-disant, c'est comme ici dans nos pays, il faut payer la dette coloniale. Haïti s'est appauvri pour au moins 1000 ans. Mais tu connais l'histoire, tu n'as pas à me poser cette question. Ceux qui nous ont posé à la place de ceux qui nous écoutent. Oui, oui, oui. Je que dans mon rôle. Oui, j'ai dit que la méthode Haïti, la France veut l'appliquer dans nos pays. Et comme ça lui a très bien réussi à Haïti, elle se demande mais pourquoi ça ne va pas réussir au Niger, au Mali, au Burkina. Voilà le problème. Maintenant, la France n'a pas perdu ses pays. C'est Macron, par la politique de l'arrogance érigée en système, du véritable nazisme, qui est en train de monter les populations de ces pays contre la France. Il suffit que la France se ressaisisse et ces pays restent ses amis. Il ne faut pas confondre la France et les humeurs d'un irresponsable de président. Ce n'est pas possible. Malembo Pato, Emmanuel Macron s'en prend entre guillemets à Vladimir Poutine parce que celui-ci aurait envahi l'Ukraine. Et en réponse, Poutine trouve que c'est à cause de l'Afrique que Macron le dérange. Est-ce que c'est de la dérision? Est-ce que c'est de la diversion? Non, disons que ce n'est pas de la diversion, mais le problème, il est à voir au-delà de l'Afrique. Et disons que de la Sibérie à l'Afrique, Macron s'en prend à Poutine. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir. C'est un bel article. Voilà, peut-être que ça va inspirer à écrire quelque chose. Et donc, voilà comment il faut voir la chose. Et depuis l'Ukraine, le Mali, le Burkina, le Niger, et naturellement, Macron ne peut que s'en prendre à Poutine parce que il avait fait de ces milieux, de ces zones, surtout du côté africain, sa propriété privée, sa chasse gardée. Ce qu'on a appelé le précaré français. Le précaré français. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la France ne comprend pas pourquoi est-ce que la Russie vient aussi facilement lui prendre ce qui lui appartient. Oubliant qu'en relation internationale, il n'y a que le rapport de force. Quelle est la puissance qui a la force aujourd'hui pour agir en Afrique? Il n'y a que la Russie. Et dans une certaine mesure, les États-Unis, c'est ça qui fait d'ailleurs que les Américains, voyant la Russie venir au Niger, hésitent dans la nomination de l'ambassadeur. Finalement, on nomme l'ambassadeur et après on dit non, il ne faut pas accepter la Russie. Mais comment est-ce qu'on peut imposer à quelqu'un celui qui peut être son ami? Alors que soi-même, on n'est pas sûr que celui-là qui vous accepte, il vous accepte entièrement ou qu'il n'a rien à vous reprocher. Donc vous voyez un peu la chose. Je sais pas. Oui. Oui. Non, vas-y. Je peux aller. Non, oui, vas-y. Donc je crois que quelque part, la France, elle n'a pas vu tout ça l'avenir. Et donc vous voyez, depuis la Centrafrique, aujourd'hui quand on parle du Mali, du Burkina, du Niger, et avant ça il y avait la Centrafrique, il y avait l'opération Sangaris. Quand l'opération Sangaris est allée en Centrafrique, c'était pour donner l'espoir au peuple centrafricain. Mais quelle a été la suite? Chemin faisant, on a constaté que la France a décidé de quitter sans avoir le résultat attendu. Quand vous prenez les opérations de paix de la France en Afrique, depuis les années 80, en commençant par les opérations Manta, opération Épervier, opération Serval, et j'en passe. Mais Barracuda. Le Barracuda et bien d'autres, où sont les résultats? Et quand on revisite bien l'histoire, à sa genèse, c'est la France qui aurait demandé à la Centrafrique la Russie chercher des armes. Gilles, vous savez, on fait ces émissions ici depuis plus d'1 an maintenant et il y a des contre-vérités. Quand je les entends, ça me retourne. Pourquoi? Vous dites quand la Russie a attaqué l'Ukraine. La Russie n'a pas attaqué l'Ukraine. C'est l'Ukraine, à cause de la trahison du président Hollande et de la chancelière Angela Merkel, à cause de leur trahison des accords de Minsk, qui ont donné l'autorisation à l'Ukraine de martyriser les populations russophones du Donbass et même de la Crimée. Alors, on tue les Russes et Poutine devait s'asseoir là-bas qu'on les tue parce que Hollande et Merkel sont des traîtres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est leur trahison qui a conduit à la guerre. Et même ça, quand la guerre a commencé. Mais Poutine était l'homme le plus disposé pour la paix. Et Zelensky, au moins pour une fois au départ, était pour la paix. Qui a dit à Boris Johnson de courir, dire à Zelensky de ne pas signer la paix parce qu'ils tiennent à tout prix à tuer jusqu'au dernier Ukrainien.
Les tueurs des Ukrainiens, ce ne sont pas les Russes, c'est les Français, c'est les Anglais, c'est les Américains. C'est eux qui font tuer les Ukrainiens aujourd'hui parce que leurs multinationales se sont appropriées déjà au moins 50% des terres ukrainiennes et ils n'ont pas besoin d'une Ukraine peuplée. Donc il ne faut pas qu'on retourne les choses quand la Russie a attaqué l'Ukraine. La Russie n'a pas attaqué l'Ukraine. La Russie se protégeait des malfaisances de l'Ukraine contre les russophones d'une certaine zone géographique donnée, connue pour être russe depuis le départ. C'est tout. C'est votre lecture de la situation. Non, c'est pas ma lecture, c'est les faits. Je te cite des faits. Si les faits sont faux, dis-moi non. Monsieur Kagame, le refus, le rejet des accords de Minsk, ce n'est pas la faute de Hollande, ce n'est pas la faute de Merkel. Dis-moi que non, les accords de paix entre la Russie et l'Ukraine en Turquie, que Boris Johnson n'est pas allé dire non, on veut la guerre. Dis-moi si c'est faux, dis-moi que c'est faux. Je ne viens pas ici pour propager mes idées, mais pour relever des faits connus de tout le monde. Voilà. Alors, est-ce que la France perd son influence en Afrique du fait d'une propagande russe? Est-ce que les Russes ont des antennes? Est-ce que vous connaissez ces officiers? Non, je crois que là, c'est des discours politiques. C'est des discours politiques en ce sens que j'ai posé clairement le problème ici. La France est venue, à travers ses différentes opérations de maintien de paix. Quel a été le résultat? Le cas le plus frappant est au Mali. Dès que la force française est partie, avec l'aide de la Russie, et très rapidement, on a vu un résultat qui devait être salué par le monde entier. Mais en dehors de ça, il y a le fait que la France se comporte, du moins le président français, il se comporte d'une arrogance pas possible, qu'on n'a jamais vu en termes dans le milieu diplomatique. Et donc, oui, quelques éléments, qu'est-ce que vous appelez arrogance du président français Emmanuel Macron? L'arrogance, je prends la visite du président Macron au Burkina. Avec le président Christian Kaboré, il lui tape sur la joue. Gilles, j'imagine un monsieur qui vient dans ta maison et qui tape sur la joue de ton papa. Un gamin, c'est pas un monsieur. Un gamin. Il vient taper sur la joue de ton papa. Est-ce que ce n'est pas plutôt amical? Non. Amical, avant d'aller dans un milieu, il faut connaître les réalités sociologiques du milieu. Et à ce niveau de responsabilité, il y a des choses qu'on doit vérifier. Et des comportements, des attitudes qu'on doit avoir. Mais je prends un cas banal. On avait un premier ministre dans ce pays, à chaque fois quand il voyait le chef de l'État, il disait comment ça va. Et quand il le fait, parce qu'il est revenu de la Suisse, c'est tout à fait normal. Mais quand il parle, la journée est gâtée pour les éléments autour du chef de l'État. C'est là où on a eu à lui dire, mais écoute. Et quand il dit ça, le chef de l'État lui réplique, tu es mon docteur, et ils rient ensemble. Donc une façon polie de lui dire, écoute, tu vas trop loin. Mais c'est après qu'on a eu à lui dire, mais s'il te plaît, on ne demande pas à un chef comment il va, c'est lui qui doit te demander comment. Donc il y a des éléments sociologiques dont il faut tenir compte. Avant d'aller en Afrique, il faut savoir certaines choses. Il faut des comportements, il y a des langages qu'on tient. Et donc vous voyez que, rien que le seul exemple, ouais, l'autre exemple, quand on te dit, il y a coup d'État au Niger. Il dit jamais il ne peut pas avoir coup d'État au Niger. Au nom de quoi? Le Niger, ce n'est pas la France, ce n'est pas ta propriété. Ce n'est pas Paris. Là, il a été tenu un conseil de guerre. Un conseil de guerre. Au nom de quoi ce conseil de guerre? Pour dire jamais, devant lui, ça ne va pas se passer au Niger. Et très rapidement, vous avez vu le comportement de la CEDEAO qui n'était que le reflet de ce que Macron aurait dicté. On peut ajouter le refus du retrait de l'ambassadeur, du refus des troupes françaises également. Donc vous voyez tout ça là, est-ce que c'est normal? Mais écoutez, cette affaire-là, on en parle, on répète, et puis finalement, on dirait que nous-mêmes, on ne comprend pas la situation. Mais la Russie, la propagande, vous parlez de la propagande russe, mais RFI, c'est pas russe, LCI, c'est pas russe, France 24, c'est pas russe. Tu peux me citer une radio, une télévision russe qui opère dans nos pays? Cite-moi une. C'est pas russe. La Russie n'a jamais engagé. Et non seulement... La propagande ne se fait pas seulement sur les médias. Oui. Elle ne se fait pas seulement sur les médias, mais les médias sont le moyen d'atteindre le plus de personnes possible. Et comme si ça ne suffisait pas, Macron a même voté des budgets colossaux pour créer encore d'autres médias spécialement chargés d'intoxiquer les nègres.
La Russie a fait quoi? Quand on évoque la propagande russe, entre guillemets, souvent on fait allusion à des influenceurs, à des, entre guillemets, panafricanistes qui ont... si la France, si la France, après 60 ans d'escroquerie contre nous, n'a pas un seul influenceur pour défendre sa cause, et que les Russes ont des gens pour défendre leur cause en Afrique, c'est la faute à Poutine? Ou bien c'est la faute à ceux qui n'ont pas su gérer leur précaré, où ils prenaient les Africains pour leurs moutons, leurs chèvres et leurs chevaux? La preuve, quand tu t'apportes la joue d'un président, mais c'est comme tu es allé visiter ton haras, tu as élevé des chevaux, et le cheval le plus méritant, tu le tapes ici, tu le tapes sur la croupe, et puis, mais c'est comme ça. Tant que la France continuera à considérer que les nègres de son précaré sont ses objets privés, mais il n'y a aucun respect humain, ça marchera comme ça. Oui, mais Excellence, entre nous, vous par exemple, est-ce que vous avez été approché une fois par des Russes? Est-ce que vous avez un peu de rouble dans la poche? Et d'abord, je ne comprends pas le russe. Je n'ai jamais mis le pied en Russie. Je ne comprends pas le russe. Par contre, je connais la France, je parle français. Je connais l'Allemagne, je parle allemand. Je ne connais pas l'Angleterre, je parle français. Anglais? Je parle anglais, mais je ne parle pas le russe. Comment le russe peut m'approcher pour me parler dans quelle langue? Même si le russe vient, il sera obligé de me parler français. C'est pas ça le problème. C'est ça même qui énerve davantage les Africains. Le simple fait que tous les malheurs que la France nous a fait subir, elle estime qu'on devait se taire. Et si ce n'est pas les Russes, on serait en train d'applaudir nos tortionnaires. C'est ça qui fait mal. Si la France avait dit au moins une fois, écoutez, ces histoires du temps colonial, de post-colonial, on les laisse, on part sur de nouvelles bases. Et on travaille avec l'Afrique. Il y a longtemps que nous tous, on serait en train d'applaudir la France. Mais plus le temps passe, plus elle devient arrogante, plus elle est colonialiste, plus Macron peut se taper la poitrine pour dire le Niger c'est à moi, c'est à la France. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il fait pire que Léopold II, qui était propriétaire privé du Congo. Léopoldville. Tu sais que ce n'était pas une colonie belge, c'était une propriété privée de Léopold II, et on passait le temps à couper les bras, les pieds aux gens parce qu'ils n'ont pas fourni assez de caoutchouc. Aujourd'hui, Macron nous ramène dans le même contexte, le Sahel, l'AES, c'est pour lui, on peut continuer à torturer, à exploiter, à voler, à piller, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas les Russes, les nègres, ils sont tellement gentils, il y a bon banania, on leur donne une banane, ils sont contents, on les invite à l'Élysée, on leur serre la main sur le perron, ils sont contents, et leur peuple n'a rien à manger ni à boire, ils sont contents, leur monnaie leur a été spoliée, ils sont contents, les bons nègres. Le problème de Macron, c'est que les bons nègres du temps colonial commencent à réagir et ils croient que c'est la faute des Russes. Donc voilà. Macron s'attaque à Poutine, en tout cas dans ses prises de parole, et Moscou subit un autre attentat revendiqué par l'État islamique. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une punition de la Russie pour son soutien à la lutte contre le terrorisme? On peut le considérer ainsi, mais je vais revenir là-dessus. Avant d'arriver à cette question, je dois dire que quelque part, est-ce que la France ne fait pas une mauvaise lecture de la situation actuelle par rapport au comportement de la Russie? Parce que au lieu de penser que la Russie est en train de la chasser, et non, la Russie est en train de revenir en Afrique. Parce que quand vous fouillez bien l'histoire, déjà dans les années 1950, la Russie était présente aux côtés de certains pays africains pour les aider dans leur lutte pour les indépendances. Et donc parmi ces peuples, il y a le Mali. Le Mali avait une grande influence de la Russie, et il y a beaucoup de cadres maliens qui ont étudié en Russie. D'ailleurs, dit-on, Assimi Goïta est revenu de la Russie pour son opération. Et donc, vous voyez que déjà dans ces années-là, la Russie était bien présente. Et je peux même, j'ai une image que j'ai retrouvée ce matin, la visite du président Modibo Keïta en URSS, où il avait été reçu par le Premier ministre. C'était Nikita Khrouchtchev et le secrétaire général du parti communiste, qui était Léonid Brejnev à l'époque. Et donc, aujourd'hui, la Russie ne fait que revenir, mais sur un terrain autre que ce qu'il était. Parce que la population africaine aujourd'hui, ce n'est pas les gens de 1960. Il y a combien d'Alassane Ouattara aujourd'hui au devant des pays africains? Il y a combien de Yadema? Yadema, lui, n'est même plus de ce monde. Et donc, vous voyez que ceux-là qui étaient pratiquement, comment je peux les appeler, passez-moi le mot, qui étaient les farouches serviteurs de la France, ne sont plus là. Donc aujourd'hui, la population, elle est très jeune. Elle voit d'où est parti le continent africain.
Et cette jeunesse voit la merde dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Afrique. Et vous pensez qu'elle va être de cœur joie avec la France? Je ne pense pas. Elle ne pourra que faire applaudir ce qui se passe, l'arrivée de la Russie qui leur ouvre les portes. Les bourses pour aller étudier en Russie, ce n'est pas comme les mêmes choses avec la France, c'est dans des accords de coopération. La Russie, elle accordait des bourses, par exemple, au Togo. Il n'y avait pas grand-chose entre la Russie et le Togo. Mais on a des étudiants togolais qui sont allés étudier en Union soviétique. Maintenant, je viens à la question. C'est tout à fait normal que le Daesh s'attaque à la Russie. Et pas seulement pour son intervention en Afrique, mais au même moment par rapport à son intervention en Ukraine. Et donc, on est tenté de faire certains rapprochements. Parce que il n'y a pas que le Daesh qui n'apprécie pas la présence de la Russie ou l'intervention de la Russie en Ukraine. Mais bon, sur ce plan, oui. En quoi le Daesh n'apprécierait pas l'intervention de la Russie en Ukraine? Pour l'Ukraine, je n'ai pas trop d'éléments, mais pour le Niger, pour les États du Sahel, ça se comprend. Parce que là, la Russie aide les armées de ces pays à chasser les terroristes, qui sont pour certains des éléments du Daesh. Vous voyez, les terroristes actuellement en opération dans les États du Sahel sont parfois des éléments du Daesh, appuyés par certains éléments qui sont venus de l'Algérie. Écoutez, Gilles, on est tous des journalistes. Mais si tu te laisses rapidement intoxiquer par les médias mensonges que Daesh a fait quoi? C'est qui Daesh? Il n'y a pas Daesh. Daesh n'a jamais attaqué la Russie. Comment tu veux qu'on attaque les Russes? Les Russes qui ont parmi les meilleurs moyens de renseignement du monde, les Russes n'ont même pas encore manifesté un soupçon, et des journaux qu'on connaît, les puissances qu'on connaît, ah c'est pas l'Ukraine, hein? Ah bon, est-ce que les Russes vous ont dit que les Ukrainiens les ont attaqués? Maintenant tu demandes État islamique. Mais qui a interdit l'accès des troupes maliennes à Kidal pour y installer État islamique? À partir de ça, si État islamique t'attaque, il faut retourner à celui qui avait offert un territoire à État islamique. Et tu vas comprendre qui t'a attaqué. Mais c'est une question de bon sens. Ce n'est pas une affabulation, ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une vision de l'esprit. Celui qui a coupé le 2/3 du Mali pour donner à État islamique, Daesh et à tout ce beau monde-là. Mais pourquoi il n'aiderait pas aujourd'hui à attaquer la Russie qu'il ne porte pas dans son cœur? Là, c'est une supposition. Je ne l'ai pas dit. Les Russes n'ont accusé personne. Ils ont constaté que les terroristes fuyaient vers l'Ukraine. Ce n'est pas encore la preuve que c'est les Ukrainiens qui les ont envoyés. Ils sont en train de faire des recherches. Dites-moi pourquoi des gens s'agitent pour dire que ce n'est pas l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui les a mandatés. Automatiquement, on a effacé sur les réseaux les propos incendiaires de Zelensky, de Podolyak, toutes ces ordures corrompues jusqu'à la moelle qui entourent Zelensky et qui passaient tout leur temps à vitupérer contre la Russie. Toutes les conneries qu'ils ont dites sur les réseaux, on les a effacées parce que les Russes vont dire, ah voilà, ce qu'ils ont dit, c'est ça qu'ils sont en train de réaliser. Bon, les Russes... De conneries, ce qu'ils ont dit exactement, c'est qu'il s'agissait... on dit d'une autodestruction, ils attribuaient à la Russie oui, cet attentat. Oui, tu sais, tout le monde n'est pas un kamikaze. Je ne comprends pas, vous détruisez les gazoducs russes, vous dites que c'est les Russes. Vous tuez des journalistes russes en Centrafrique, vous dites que c'est les Russes. Vous allez, déjà armés de mitrailleuses, dans une foule compacte, assise, vous rafalez, vous tuez plus de 150 personnes, vous dites que c'est les Russes. Ou bien ceux qui disent ça, ils sont complètement bêtes. Ou bien ils prennent des Russes pour les bêtes. Mais c'est à chacun de nous de savoir qui est bête dans cette affaire. Donc écoutez, les Russes sont ce qu'ils sont. Ce ne sont pas des enfants du cœur. On ne peut pas être une puissance et être un enfant du cœur. C'est une lutte à mort entre les grandes puissances. Les Russes ne sont jamais allés provoquer quelqu'un. Mais ceux qui veulent dominer la Russie, en venant mettre des bases d'armes nucléaires à la porte de la Russie, et maintenant ils veulent les mettre pratiquement sous le lit de Poutine au Kremlin, en Ukraine, c'est eux qui cherchent bagarre. Si, après les accords de 90, chacun était resté chez lui, comme les Occidentaux ont promis, qu'on n'ira pas vers l'Est,
l'Est, on ne va pas se rapprocher. Aujourd'hui, le monde serait un monde pacifique. Les provocateurs arrivent avec leurs médias toxiques à faire croire que c'est la Russie qui fait ci, la Russie. La Russie a fait quoi? La Russie n'a attaqué personne. La Russie se défend, c'est une question de vie ou de mort pour la Russie. Que dirait la France si aujourd'hui la Russie allait occuper la Belgique, mettait des armes en Belgique, mettait des armes en Espagne? Que dirait la France? Elle ne va pas se taire et c'est normal. Pourquoi De Gaulle avait refusé que les Américains mettent leur base militaire en France? Mais De Gaulle était un grand homme et il a construit une grande France. Les petits minus qui sont venus et qui ont fait passer la France d'une puissance à un véritable valet de l'Amérique, c'est à eux tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, si je me greffe à votre argumentation, si l'État islamique peut frapper la Russie parce qu'elle a un certain succès sur les terroristes en Afrique, est-ce que cet attentat peut influencer, peut impacter ce que la Russie fait dans les pays du Sahel? Non, je crois que l'esprit des actes des terroristes, c'est quoi? C'est de créer la psychose, de créer la peur. Et vous connaissez bien Poutine, hein, vous connaissez un peu la Russie. Et quand on essaie de les gratigner un peu, c'est là où ils se réveillent pour vous prouver que, attention, je ne suis pas ce que vous pensez. Et donc, je ne pense pas que ça puisse avoir un effet négatif sur la Russie. Bien au contraire, ça va galvaniser davantage Poutine dans sa détermination à lutter contre le terrorisme et à agir, peut-être à chercher même les ramifications et frapper où il faut frapper, parce que c'est Poutine lui-même, c'est un homme de renseignement, et là aussi en termes de renseignement, vous savez ce que vaut ce pays, et donc croyez-moi, est-ce que Daesh, en frappant en Russie, si effectivement c'est Daesh qui a fait l'acte, en frappant là-bas, est-ce que l'État islamique a revendiqué par 2 fois cet attentat? Oui, tu as les preuves. La revendication, elle est publique. Oui, elle est publique. Par quel canal? Telegram. RFI. AFP. Gilles, je vous ai dit tantôt qui est l'État islamique, qui est Daesh, qui les a installés dans leurs meubles en Afrique. Qu'est-ce que ça coûte à ces gens-là de dire à l'État islamique, faites tel communiqué? On écrit, on leur donne, ils lisent. Les analystes ont commencé à dire clairement que le mode opératoire des terroristes n'est pas du tout le mode islamiste, parce que les islamistes, quand ils attaquent, ils n'ont pas peur de la mort. Eux, ils vont tirer, vider leur chargeur jusqu'à tomber eux-mêmes. Ceux-ci, à peine ils ont fini de tuer les femmes et les enfants, ils se sont mis à fuir comme des lapins à travers la forêt. Mais j'ai vu un homme attrapé qui tremblait. Je me suis... Mais attends, ces fameulettes-là ne sont pas les gens de Daesh. Il y a un... Toi, tu viens de massacrer des dizaines de femmes et d'enfants et toi, mais les militaires russes, ils sont trop gentils. Ils sont trop gentils. Tu n'auras même pas le temps de trembler. Parce qu'il faut... Mais attends. Donc, ils fuyaient. Ils ont fait... Aucun élément de Daesh n'aurait fui. Ils auraient tiré jusqu'à tomber eux-mêmes. Vous envoyez des famelettes et recrutez où? Sur les réseaux sociaux. Depuis quand on fait une opération comme ça avec des bandits, des drogués, et pour combien de francs? 5 000 ou 6 000? Oui, ça veut dire que... C'est là aussi une autre interrogation. Est-ce que dans les attentats des islamistes, est-ce qu'il y a des ristournes? C'est la première fois qu'on entend. Non, eux ils sont fiers, les islamistes sont fiers de faire les attentats. Parce que tu sais, s'il meurt dedans, il y a déjà 7 vierges qui l'attendent au paradis. C'est une bonne récompense quand même. Tu as jamais eu affaire à 2 vierges en même temps, Gilles? Et lui, il y a 7 vierges qui l'attendent. Une seule aurait suffi à mon bonheur. Voilà. Donc, les islamistes ne fuient pas. C'est des hommes. Ce ne sont pas des famelettes, des drogués. Tu as le type qui tremble là. Le tremblement est typique de quelqu'un qui est en manque. C'est-à-dire que la drogue, l'effet vient de finir et il lui en faut. Les militaires russes auraient bien fait de lui donner sa dose et il n'allait pas trembler. Donc, il est sous l'emprise des drogues. Quand on sait que Zelensky est le chef des drogués d'Ukraine, bon, c'est pas étonnant. C'est pas du tout étonnant. Et puis, Zelensky n'est pas le seul drogué. Il est épaulé par d'autres drogués qu'on connaît. On ne va pas les citer. Donc, comme c'est une histoire de drogués, ils ont trouvé sur les réseaux sociaux des gens complètement incultes. Parce qu'un homme normal ne va pas aller tuer 100, 200 personnes pour 5 000 euros ou 6 000 euros.
Personne ne le ferait. Mais puis, il ressemble, on ne paye pas un islamiste pour un attentat. Non, là, non, eux ça n'ont pas besoin d'être payés. les arguments et on comprend un peu, c'est qu'on a comme l'impression qu'on veut très rapidement donner brûler les pistes et donner la responsabilité à quelqu'un. Parce que de par les précédents actes terroristes, c'est pas de cette façon. Il y a un petit temps de répit, d'analyse, de suspicion, mais là directement on va affirmer que c'est l'État islamique. Eh bien, c'est vrai, du côté américain, eux, ils disent qu'ils avaient déjà les informations des attentats sur Moscou, et qu'ils ont annoncé en début du mois de mars. Et je vois très, très mal les Américains avoir de ces informations, avoir peut-être même chercher à savoir d'où ça vient et ne pas aider dans une certaine mesure parce que il y a aussi beaucoup d'Américains qui sont en Russie. Depuis la revendication de Daesh m'a paru un peu très rapide. Gilles, mais attends, tu veux quoi? On a coulé du plomb dans tes oreilles. Quel Daesh? Quel Daesh? Ça, c'est ce que vous dites. Quel Daesh? Daesh a été sollicité. Daesh a été sollicité pour prendre des communiqués. Dites-moi concrètement pourquoi les médias, certains médias, disent ah c'est pas l'Ukraine. Est-ce que quelqu'un avait dit que c'est l'Ukraine? Non, parce que Vladimir Poutine aurait dit... Non, Poutine n'avait encore rien dit quand ils ont dit que ce n'est pas l'Ukraine. Poutine n'a rien dit. Et jusqu'ici, Poutine n'a même pas affirmé. Il dit qu'on les a vus en train de courir vers l'Ukraine et qu'on leur avait laissé une fenêtre de sortie. Jusque-là, il n'a pas encore dit c'est l'Ukraine. Il a des éléments que ces services sont en train d'analyser. Au moins dans ça, on admire le sang-froid de Poutine. Il ne réagit pas épidermiquement pour accuser épidermiquement. Il est différent de tous les autres agités qui prennent leur agitation et leur émotion pour une marque de grands hommes. Non. Un grand homme, il ne réagit pas épidermiquement. Poutine prend son temps. Cette entente ne va pas émousser les ardeurs de la Russie, notamment en Afrique. Est-ce que cette pénétration peut gagner d'autres pays, nous sommes pénétration russe non, en Afrique, bien sûr. Mais attends, s'il y a le résultat, qui ne veut pas le résultat? Beaucoup d'autres pays africains voudront le résultat. Et donc, si le partenariat ou bien l'arrivée de la Russie dans ces pays que nous évoquons aide à quelque chose, surtout côté stabilité, côté paix, mais je vois très bien d'autres pays leur emboîter le pas. Et quand viendra maintenant s'ajouter l'économie et la science et la technologie, et naturellement les autres vont le faire. Et donc, ce premier pas doit être un pas couronné de succès. Si eux aussi, ils veulent aller devant. Parce que là, la Russie en venant, elle est venue avec beaucoup d'analyses, beaucoup d'études sur les erreurs de ceux-là qui étaient déjà sur le terrain, et c'est en fonction de ça qu'ils viennent. Donc ils ont leur stratégie qui devrait leur permettre de faire de sorte qu'ils puissent susciter de l'admiration et de l'envie pour d'autres pays. Et on doit faire attention, observons ce qui se passe. Regardez le Mali d'abord, le Burkina et le Niger. En réalité, ce n'est pas ces colonels et ces capitaines qui appellent les Russes, c'est les populations qui appellent les Russes. Attention! Si demain les populations descendaient dans la rue pour réclamer la France, ces officiers n'auront d'autre choix que de se retourner vers la France. C'est les populations. Et pourquoi ces populations le font? Parce que ça dure depuis 100, 200, 300 ans. Qu'ils sont esclaves. Les grands-papas ont raconté aux petits-fils jusqu'à aujourd'hui. Chacun sait ce que c'est que la colonisation française. Et tout le monde est en train de la vivre dans sa chair. Donc, les populations ne descendront jamais dans les rues de Bamako, de Niamey ou de Ouagadougou pour réclamer la France. Même si la France est en train de manipuler, même des petits gamins, associations, machin, mais il faut balayer tout ça. Un pays est en guerre, on ne s'amuse pas avec des gamins qui marchent pour telle ou telle raison. Si un gamin est assez fort pour marcher, allez, au front. Les drapeaux russes, on les a vus dans les rues de Dakar notamment. On sait aussi que l'ancien PASTEF d'Ousmane Sonko de Diomaye Faye, le PASTEF n'a pas caché son envie de se rapprocher de la Russie. Mais tout le monde, tout le monde veut se rapprocher de la Russie. Est-ce que Macky Sall n'est pas allé en Russie? Est-ce que l'armée sénégalaise n'a pas des armes russes? Faut pas mettre ça sur la tête de Macky Sall, de Sonko, ou de Tiani et des autres. Non, tout le monde va en Russie. Parce que quand vous demandez à acheter les armes avec nos amis de l'OTAN, mais on vous dit non, on ne veut pas vous donner des armes létales. Alors, les mêmes donnent les armes les plus létales possibles du monde aux terroristes, et vos soldats vont au front, ils tiennent à peine des Kalachnikov, et puis l'autre sort avec des 12-7.
Mais attends, on pulvérise ton camion. Ne parlons même pas de toi-même. Alors, les gens commandent les armes. Le Burkina l'a dit, ils ont commandé les armes, ils ont payé de leur poche. On a refusé de leur livrer ça parce qu'on veut à tout prix que les terroristes aient les meilleures armes pour mater ces pays-là. Alors, si maintenant quelqu'un peut te procurer les armes, peu importe son nom, même si c'est Satan, on t'a dit qu'il est venu directement de l'enfer, mais qui te donne les armes qui te permettent de te battre pour défendre ta population, mais embrasse Satan sur les 2 jours, prend les armes et défend sa population. Je voudrais même ajouter pour dire que ce n'est pas en fait forcément les décideurs, mais effectivement c'est les populations. D'après une étude réalisée, c'est 87% de la population malienne qui est russophone. Ouais. Et donc 87% de la population malienne, ce n'est pas petite chose. Et donc vous comprenez que la population, nos populations comprennent bien ce qui se passe, et d'ailleurs même des fois elles sont en avant sur nos leaders. Et je me demande si on leur donnait la possibilité de décider à lieu place de nos dirigeants, est-ce qu'ils ne feraient pas même plus que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Écoute, Gilles, aujourd'hui tout le monde brandit le drapeau russe. Au Sénégal, on a vu le drapeau russe. Même au Nigeria, on a vu le drapeau russe. Que veux-tu que je te dise du Congo, à l'Est? Mais toutes les populations sont avec le drapeau russe. Elles ont assiégé les ambassades des pays colonisateurs pour leur demander de vider les lieux. Alors, est-ce que Poutine est allé à Bukavu, à chose, pour demander à quelqu'un de manifester pour lui? Non. Donc, c'est un mouvement qui va s'étendre. Donc, en Afrique du Sud, drapeau russe, les autres pays où on ne voit pas le drapeau russe, c'est souvent les pays anglophones qui ne sont pas martyrisés par l'Angleterre. Si l'Angleterre continuait à les martyriser, comme les Français martyrisent leurs colonies, mais tout le monde aurait pris le drapeau russe. On continue. Cette affaire de drapeau dans la seconde partie du World Forum. Parce que là, nous marquons une pause pour des impératifs commerciaux. À tout de suite. Merci.